X. Bon, Laurence, es-tu revenu, là? Non! T'es choqué? Parle-moi pas! Mais ça fait réagir beaucoup de personnes, puis on le comprend. Tu sais, quand t'es embarqué sur le marché du travail, il y a 3-4 ans, t'as fait une technique au cégep, oui. Puis tu gagnes 17 piastres de l'heure, puis là, tu t'aperçois que les gens qui vont arriver vont gagner 15 piastres de l'heure, salaire minimum. Mais, je comprends que c'est choquant. Mais le pire là-dedans, moi, c'est des gens, mettons, je prends un exemple de ma sœur, elle a une maîtrise en marketing. Puis elle gagne pas 85 000 piastres par année, là. Tu comprends? Oui. Mais elle a des possibilités, par exemple, de faire croître son salaire. Oui, elle peut changer d'entreprise. Il y a toujours des possibilités d'aller ailleurs pour améliorer ton sort. Oui, je sais, mais quand tu commences sur le marché du travail, tu peux pas, là. Là, elle a 26 ans, elle commence, c'est pas le temps de se dire, écoute, j'ai une maîtrise, tu me dois tant, puis elle commence, là. Elle a pas le choix, il faut qu'elle fasse comme tout le monde, elle monte les échelles, puis qu'elle prenne son temps. Mais là, à 26 ans, c'est de se dire qu'il y a des gens, des flots de 15 ans qui rentrent sur le marché du travail, qui vont gagner à peu près le même salaire. Elle gagne plus que 15 piastres un peu, mais tu sais, c'est. Mais les gens vont être indexés, je peux pas croire. Hey, j'espère que tu vas vouloir parler à notre prochain invité, parce que tu sais, lui, on le paye au salaire minimum. Exact. Le plus minimum possible, parce qu'on n'a pas de sous le soir. Christian Page, il est journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier. Salut Christian. Salut Yannick. Comment ça va? Ça va pas mal. Ouais, en fait, Laurence, elle veut savoir, est-ce que c'est vrai qu'on te paye encore au salaire minimum ou on t'a augmenté à 15 piastres de l'heure, nous autres? Ben là, c'est ça, je me demandais si je fais une augmentation de salaire. Est-ce que Laurence va me traîner dans la boue en disant, hey, toi, mon bâtard? Hey, j'ai le doigt pas loin du piton pour raccrocher, là. Cherche-moi pas, Christian. Christian, tu règles ça avec Laurence pour une augmentation de salaire? M'a envoyé mon chien de garde, tu sais. Hey, Christian, dans ta chronique, aujourd'hui, on parle de la tombe de Jésus. Ben oui, écoute, tu vas me dire, j'aurais pu garder cette nouvelle-là pour la période de Noël, ou mieux à Pâques. Oui. Mais actuellement, c'est vrai que c'est un truc qui suscite beaucoup d'intérêt dans les milieux archéologiques. Et je vais t'expliquer. Est-ce que toi, Yannick, ou Laurence, avez-vous déjà visité Jérusalem? Non, jamais, malheureusement, Laurence. Jamais. OK. Bon, tout ça pour te situer, moi, quand j'ai tourné une série en 2008 qui s'appelait À la recherche des reliques saintes. Et dans cette perspective, pendant 6 mois, je suis parti avec une équipe de tournage et on a essayé de retrouver des grandes reliques de la chrétienté, et même dans certains cas, là, je dirais de la Bible en général. Donc, je suis allé sur le mont Ararat en Turquie dans l'espoir de trouver l'arche de Noé. Ouais. Que je n'ai pas trouvé, mais je me suis gelé les pieds et aussi les castagnettes, comme on dit. J'ai essayé aussi mais à travers tout ça, quand même, il y a des trucs le fun. J'ai retrouvé les sandales de Jésus qui se trouvent en Allemagne. Ouais. J'ai trouvé la couronne d'épines qui se trouve à Paris. J'ai trouvé un peu des épines un peu partout. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que la couronne d'épines à Paris n'a plus d'épines. Quand le roi Louis IX, je crois, qui est Saint-Louis, a acheté la couronne d'épines aux Viennois, pour s'assurer une bonne relation avec les autres rois d'Europe, il donnait des épines. T'sais? Fait qu'à un moment donné, à force de donner des épines, la couronne d'épines à Paris, il n'y a plus d'épines. On n'avait plus. Mais écoute, je suis en train de regarder ça, la tombe de Jésus, il y a de la vidéo disponible, mais c'est magnifique. Oui, c'est ça. Donc là où je voulais en venir, c'est donc la tombe de Jésus se trouve dans une immense cathédrale qui se trouve dans la vieille ville de Jérusalem. Jérusalem, c'est une très grosse ville. C'est très, très beau. C'est dommage que tous les conflits et la mauvaise presse qu'on entend autour de ça, puis je comprends que les gens sont un peu réticents à visiter cette région du monde, mais c'est tellement beau. La ville de Jérusalem, c'est une très grande ville. On pourrait la comparer, par exemple, à Montréal, et même, je te dirais qu'en étendue, c'est peut-être même un peu plus grand. Et voilà qu'au centre, il y a cette vieille ville, donc de vieilles palissades qui datent du Moyen-Âge, et puis la ville se trouve à l'intérieur. Et à l'intérieur des murs d'enceinte de la vieille ville de Jérusalem, il y a cette gigantesque cathédrale qu'on appelle la basilique ou la cathédrale de la Sainte... le nom m'échappe, là, c'est le Saint-Sépulcre. Voilà. Et dans cette tombe, dans cette grande cathédrale du Saint-Sépulcre, écoute, c'est assez difficile d'imaginer ça parce qu'on a tous en tête des films de Jésus, tu sais. Oui. Et quand tu regardes les films de Jésus, tu as l'impression que là où Jésus sort de la ville, s'en va se faire crucifier, l'endroit où on le place au tombeau, tu as l'impression que tout ça est très éloigné. Mais en réalité, ça tient dans un quadrilatère de 500 mètres sur 500 mètres et la basilique du Saint-Sépulcre est construite par-dessus ça.
Donc, quand tu visites cette basilique-là, tu rentres et là, dans un coin, tu vois une roche, puis là, on te dit, ben ça, c'est la roche, c'est le Golgotha, c'est là que Jésus a été crucifié. Puis quand tu arrives à l'autre bout de la cathédrale, ben là, on te montre un autre endroit, puis on te dit, ben ça, c'est la tombe de Jésus. Donc, tu vois, tout ça est inclus dans cette même cathédrale. La tombe de Jésus, c'est sûr que c'est le saint des saints de la cathédrale, hein, et ça n'a pas du tout l'image à quoi tu peux t'attendre. Parce que selon la tradition religieuse, on sait que Jésus a été placé dans une tombe qui était creusée à l'intérieur comme d'une petite colline là, ou d'une montagne. La colline, la montagne, oublie ça, a été complètement rasée. Et maintenant, on a à l'intérieur de la cathédrale du Saint-Sépulcre, on a une sorte de chapelle à même la cathédrale qu'on appelle l'édicule. Et on nous dit que c'est un peu comme si on avait enlevé toute la caverne autour de la pierre sur laquelle on a déposé le corps de Jésus, et autour de cette pierre, on a construit cet édicule. Donc un édicule, ça veut dire un petit édifice, un petit bâtiment. Ouais, okay. Tout ça est un peu, c'est sûr que j'essaye de vous le raconter, puis c'est un peu difficile parce qu'on n'arrive pas à le visualiser, mais imagine-toi une petite chapelle à l'intérieur d'une grande église. Voilà. Et quand on arrive dans c'est magnifique, hein, et quand je suis arrivé là, donc, on entre, et dans la première partie, il y a une sorte d'antichambre, et dans cette première partie, on appelle ça la pièce de l'ange, hein, la chambre de l'ange, parce qu'on nous dit que c'est dans cette pièce, c'est à cet endroit, que serait apparu cet ange qui a annoncé à Marie-Madeleine de ne pas chercher chez les morts celui qui était retourné chez les vivants. Donc, annoncer la résurrection du Christ. Et là, on se courbe un peu et on entre dans la partie profonde de cet édicule, qui est la fameuse supposée tombe de Jésus. Donc, ça, c'est magnifique. La grande problématique avec la tombe de Jésus, c'est qu'en fait, on n'a aucune certitude de l'endroit où elle se trouvait exactement. On sait que après la mort de Jésus, il y a un endroit dans Jérusalem qui, pour les premiers chrétiens, est devenu une sorte de lieu de culte. Et pour éviter ce lieu de culte, les Romains ont rasé l'endroit et ont fait ériger à cet endroit-là un temple dédié à Vénus. Donc, on s'est dit, en mettant une divinité romaine, les chrétiens vont sacrer le camp. Mais 300 ans plus tard, le temple de Vénus a été sacré à terre, et là, les chrétiens ont repris le culte de la tombe de Jésus. Et là, je vais en venir à ma nouvelle, parce que c'est très long, je m'éloigne, mais j'ai besoin de replacer un peu le contexte historique. Ce petit édicule, donc la tombe de Jésus, a été construit en 1555. Il a été détruit, incendié, on disait qu'il avait été déplacé. Bref, à un certain moment donné, on ne sait plus s'il se trouve exactement à l'endroit où il a été érigé initialement. Oh. Et là, on s'est dit, peut-être qu'on n'est plus tout à fait sa tombe de Jésus. Que ce soit la vraie tombe ou non, à tout le moins ce lieu traditionnel qui, depuis presque 2000 ans maintenant, est considéré comme le lieu où on aurait déposé Jésus au tombeau. Et là, voilà que on vient d'autoriser une équipe d'archéologues et d'historiens de l'Université d'Athènes de faire des travaux dans cet édicule, de le restaurer. Et là, pour la première fois, donc, on a soulevé, en fait, depuis des siècles, on a soulevé des plaques au plancher pour découvrir qu'en dessous de ces plaques de marbre, il y en avait d'autres encore plus anciennes qui se trouvaient là, dont certaines marquées par des croix, visiblement laissées par les croisades. Donc, on sait qu'en l'an 1000, il y a eu des croisades et les chrétiens, les soldats chrétiens qui combattaient pour protéger les routes saintes, avaient pour mission de protéger la tombe de Jésus. Et en découvrant ces pierres marquées de croix, évidemment, les historiens ont poussé un soupir de soulagement. L'édicule se trouve exactement à l'endroit où il a toujours été. Oh. Donc, tu vois, on vient de répondre à cette grande question. Est-ce que l'édicule a été déplacé? Là, maintenant, on a la preuve, il n'y a aucun doute que ce petit édifice, qui est supposé être à l'endroit où se trouvait la tombe de Jésus, malgré tous les affres du temps et des siècles, et continue d'être exactement à l'endroit où, selon la tradition chrétienne, on situait la tombe de Jésus. Et toi, t'es allé voir ça? Oui. Écoute, c'était durant ce voyage-là à la recherche des reliques saintes, qui est le voyage d'une vie. Écoute, pendant 6 mois, là, on a fait des dizaines de pays à la recherche de ces trucs-là. Mais j'avoue que ce voyage dans la vieille ville de Jérusalem, et en particulier ma visite du Saint-Sépulcre, et cette visite de cet édicule, ça a été un grand moment.
Puis ça a été un grand moment en même temps, non pas, puis là je parle pas en termes de croyances religieuses, là. Cette série-là était essentiellement axée sur l'histoire et je suis un amoureux de l'histoire. Et le fait de marcher dans Jérusalem, de marcher dans ces lieux qui étaient chargés d'histoire, parce que tu sais qu'il y a tout un débat sur qui était Jésus, même certains ont remis en question même sa réalité historique du personnage. Oui. Mais néanmoins, les lieux sont chargés d'histoire, c'est 2-3 000 ans d'histoire qu'on retrouve dans ces endroits-là, et c'est fascinant de voir tout ce qui s'y passe. Et quand je suis allé dans l'édicule, pour te donner une petite idée, il y a des centaines et des centaines de gens qui entourent l'édifice chaque jour et qui attendent pour passer à l'intérieur. Et quand moi j'y suis allé, bon, d'abord, il faut bien se le dire, la cathédrale est gérée par 3 groupes religieux différents. Donc, tu as les Grecs orthodoxes, tu as les chrétiens, tu as les juifs, puis tu as les musulmans. En Jérusalem, c'est la ville de tous les saints. T'sais. Et donc, tu dois avoir une autorisation de chacun de ces groupes-là pour pouvoir tourner à l'intérieur de la cathédrale. C'était devenu tellement compliqué qu'il nous a fallu avoir un envoyé du Vatican. Donc, nous, ce que l'on a fait, il y avait donc un prêtre qui nous accompagnait, qui était directement un envoyé du Vatican, qui lui a permis de nous aplanir toutes les difficultés pour ces tournages-là. T'sais. Ça a été, sinon, ça devenait excessivement laborieux d'obtenir la moindre autorisation. Ça a été un grand moment de voir tout ça. Est-ce que cette vidéo-là est toujours disponible, cette émission-là? Oui, je pense que elle est disponible elle a été commercialisée sous forme de coffret en DVD, là, des coffrets. Donc, si on visite les magasins où on tient des vidéos et des documentaires, je pense que dans la section documentaire, vous allez retrouver ça à la recherche des reliques saintes. C'était vraiment fascinant. All right. Ben moi, tu vois, je me suis mis une note, là. OK. Je vais aller faire un tour chez Archambault. Absolument. On parle maintenant d'un U-boat allemand de la Première Guerre mondiale qui aurait été retrouvé. Et on nous dit que ce U-boat allemand-là aurait été endommagé lors d'un combat avec quelque chose de très particulier. Voilà. Et écoute, cette histoire-là est quand même surprenante. Donc, il y a quelques jours, on a deux compagnies, en fait, la Scottish Power et la National Grid. Donc, ce sont 2 compagnies dont le travail était de poser des câbles sous-marins au large de l'Écosse. Et au moment où ils faisaient ça, évidemment, ils font des relevés sonores pour un peu connaître la géographie sous-marine. Et là, ils annoncent qu'ils ont capté l'épave d'un sous-marin, un U-boat. D'ailleurs, à voir l'image, le sous-marin repose sur le fond, mais il semble à peu près intact. Il est dans un seul morceau, il n'est pas brisé. Il repose d'ailleurs sur sa quille, donc le château, là, la partie haute du sous-marin est tout à fait accessible. Donc, l'image sonore montre une très très belle épave. Et là, en fouillant dans les archives, il semble que ce sous-marin soit le UB-85. Alors, là, évidemment, les tenants ou les amateurs d'histoire diront, c'est pas la première fois qu'on trouve un sous-marin allemand, mais celui-là a quelque chose de très particulier, hein. C'est sa réédition remonte au 30 avril 1918. On avait à ce moment-là un navire britannique, le HMS Coropsis, qui naviguait au large de l'Écosse, et là aperçoit le fameux sous-marin en question, notre UB-85, qui navigue en surface avec les hommes, les officiers allemands, sur le pont. Le navire tente pas de s'enfuir. Lorsqu'il se voit aperçu par les Britanniques, il ne tente pas de s'enfuir. Il ne tente pas non plus de plonger. Les officiers se rendent sans poser de la moindre résistance. Les officiers, les militaires britanniques, évidemment, interceptent le navire, montent à l'intérieur, s'emparent des papiers, des documents importants, et ensuite, ils décident de laisser les écoutilles ouvertes et remplissent les ballasts, ainsi bien que le sous-marin coule d'un bloc. Et puis voilà, on ramène tous les prisonniers allemands en Angleterre. Et là, on commence à interroger ces gens-là. Évidemment, ce qui pose la problématique, c'est pourquoi les Allemands n'ont-ils pas tenté de s'enfuir lorsqu'ils ont aperçu le contre-torpilleur britannique? Et là, voilà que le capitaine du sous-marin, Gunther Kretsch, raconte une histoire incroyable. Il dit que durant la nuit, alors que le navire était en surface pour recharger ses batteries, ils ont été attaqués par un monstre marin. Alors là, il décrit la créature en disant c'était une créature filiforme, un peu comme un gigantesque serpent. Cette créature-là était si gigantesque que lorsqu'elle s'est enroulée autour de la proue du sous-marin et elle rabattait sa tête sur le navire,
tout le sous-marin était secoué comme un vulgaire jouet. Et là, il raconte que les officiers ont dû dégainer leurs armes de poing pour faire feu sur la dite créature, dont la tête était un peu comme celle d'un serpent avec de très gros yeux. Et le capitaine Kretsch dit, même dans l'obscurité, on pouvait voir ses dents lorsqu'il essayait d'abattre sa mâchoire sur les structures avant du sous-marin. Le combat a duré de longues minutes avant que finalement la bête lâche prise et retourne dans l'océan. Mais à ce moment-là, toujours selon le capitaine Kretsch, le sous-marin était trop endommagé pour pouvoir replonger à nouveau. Des parties avant avaient été défoncées, des écoutilles étaient comme lacérées, les systèmes de joints qui permettaient de l'étanchéité de ces trappes étaient compromises, tant et si bien que le sous-marin était devenu un peu moribond et ne pouvait plus plonger. C'est pour cette raison que lorsqu'ils ont été interceptés par les Britanniques, ils n'ont pas tenté de fuir, ils n'ont pas tenté de plonger avec le sous-marin. Alors évidemment, cette histoire-là circule maintenant depuis la Première Guerre mondiale dans les milieux de gens qui s'intéressent aux histoires de monstres marins. L'affaire du sous-marin UB-85 est devenue un peu comme une sorte de légende. Et là, tu comprendras que le fait qu'on a retrouvé l'épave, ben évidemment, il y a déjà des individus qui rêvent, parce qu'il n'est pas très profond, hein. Il repose à peu près à 300 mètres de profondeur, donc certains rêvent de pouvoir y descendre et pouvoir évaluer la coque, la partie avant du sous-marin, pour voir si on ne verrait pas encore des traces laissées par ce monstre des profondeurs. Qui sait, peut-être même des empreintes digitales. Ouais, qui sait, ouais. On parle maintenant du fameux triangle des Bermudes. On aurait trouvé une solution, en fait, faudrait dire une nouvelle solution au triangle des Bermudes. Eh oui, et ça, c'est un peu surprenant. Bon, d'abord, ce sont des chercheurs de l'Université de l'Arizona qui croient avoir découvert cette solution, comme tu l'as mentionné, une énième solution au mystère du triangle des Bermudes. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi on parle ici, rappelons que le triangle des Bermudes est une très vaste zone océanique. Alors, imaginez dans votre tête si on pouvait tracer des lignes. Imaginez une droite qui partirait de la péninsule de la Floride jusqu'aux Bermudes, une autre droite qui partirait des Bermudes jusqu'à l'île de Porto Rico et une dernière droite qui partirait de Porto Rico pour regagner la péninsule de la Floride. On parle ici de milliers de kilomètres carrés d'océan. C'est ce triangle des Bermudes. Et là, on raconte qu'au fil des ans, au fil des siècles, des centaines de navires et plus récemment des centaines d'avions auraient disparu mystérieusement dans cette région. L'incident qui a déclenché l'intérêt peut-être pour ce triangle des Bermudes remonte à 1945. Le 5 décembre 1945, un escadrille de 5 bombardiers Avenger ont disparu lors d'une mission d'entraînement au large de la Floride. Est-ce que tu as vu, Yannick, le film La rencontre du troisième type? Oui, mais c'est très loin encore, par exemple. OK. Bon, ben pour les gens qui nous écoutent, qui se rappellent ce film, La rencontre du troisième type, le film commençait sur la découverte de ces 5 bombardiers Avenger. Rappelle-toi, les militaires arrivent dans le désert, on a ces 5 avions, un côte à côte. Les appareils sont tout à fait intacts, ils semblent neufs. Et là, c'est à ce moment-là qu'un des militaires dit « Oui, c'est le fameux vol 19 disparu en 1945. » Donc, c'est de cette escadrille que je te parle et qui a lancé un peu toute cette légende du triangle des Bermudes. Et là, ben évidemment, des gens qui se sont intéressés à ça en fouillant dans des registres ont remarqué qu'effectivement, au 17e, 18e, 19e siècle, des navires, des bateaux semblaient avoir disparu dans ce secteur et bien sûr, la légende du triangle des Bermudes était née. Donc, nos fameux chercheurs de l'Université de l'Arizona, en regardant des cartes et des photographies satellites de la région du triangle des Bermudes, ont remarqué dans les nuages qu'il y avait de curieux trous qui avaient la forme d'octogones. Et là, ils se sont dit, tiens, c'est curieux que c'est des formes géométriques de cette manière-là. Quand je dis octogone, on avait aussi d'autres formes, mais toujours très géométriques à l'intérieur du nuage. Pas un simple trou rond. Et quand des trous se forment de cette manière-là, avec des arêtes droites, ça laisse supposer des vortex de vent très puissants. Alors là, les scientifiques de l'université disent, est-ce que ces vents puissants qui se développeraient dans les nuages ne pourraient-ils pas éventuellement créer en touchant l'eau, là, essaie de t'imaginer un tourbillon d'air très très puissant qui partirait des nuages et en touchant l'eau
créerait une sorte de trombe d'eau, donc une tornade d'eau. Et là, bien sûr, tu auras compris que tout bateau ou tout avion qui passerait dans le secteur serait englouti, avalé par cette tornade d'eau. Alors, c'est ce que proposent ces scientifiques en disant, voici, c'est peut-être cette explication qu'on a au triangle des Bermudes. Ben, ça expliquerait pourquoi il y a beaucoup de bateaux et d'avions qui n'ont jamais été retrouvés. Ouais. Moi, la problématique que j'ai avec ça, j'y suis allé, moi, dans le triangle des Bermudes. Y a-tu une place, Christian, où t'es pas allé? Ça commence à être tannant, là. Oui, à Limoilou. On t'amène la prochaine fois que tu descends, tu pourras dire que tu y as été à Limoilou. Il y a des bons petits cafés, on va aller prendre un café à Limoilou, Christian. Dans le triangle des Bermudes, j'y suis allé, avec les gardes-côtes, d'ailleurs. Écoute, quand ils m'ont vu débarquer, puis là, j'étais le petit gars de Montréal qui avait pas une grande expérience de la mer. Écoute, cette journée-là, comme on dit, ils m'ont payé une traite. L'océan était un petit peu agité. Ces types-là ont pesé sur le gaz, comme on dit, et le navire, le bateau sautait d'une vague à l'autre. Écoute, après 15 minutes, j'étais à la poupe, accroché sur le bord, j'étais vert. T'sais. Et là, le type, il y avait un des gardes-côtes qui me parlait. Écoute, je l'entendais plus, là. Tu sais, j'avais le cœur au milieu de la gorge. J'ai eu droit à mon baptême de la mer. Ben, ça va peut-être être un peu moins pire à Limoilou, mais tu viens avec nous autres, là. Ouais, ça se peut, hein? On promet de pas trop te brasser en auto pour s'y rendre. Ah, ça va être merveilleux. Hey, Christian, prochain sujet. Oui. On en a entendu parler beaucoup dans les dernières années. En fait, pour moi, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Je trouve ça très curieux. J'imagine que tu sauras m'expliquer le phénomène. Mais on parle d'un transfert linguistique. Donc, advenant le cas où Laurence sort de la station, passe par les marches, puis elle se cogne la tête, ben il se pourrait que, parce que c'est déjà arrivé, il se pourrait que Laurence ne parle plus français, mais qu'elle parle espagnol, tiens. Ouais, voilà. Et tu as tout à fait raison, ça se pourrait. Et il y a même plus de 200 cas qui ont été répertoriés dans la littérature scientifique. Mais c'est incroyable, ça. Comment ça peut être possible? Et là, l'histoire refait surface, en fait, parce qu'on a un nouveau cas. Et cette histoire se passe il y a quelques semaines. On a un jeune Afro-Américain de 16 ans qui a eu un accident alors qu'il jouait au soccer. Donc, un accident crânien. Il est admis à l'hôpital. Il passe 3 jours dans le coma. Et lorsqu'il sort de ce coma, notre jeune garçon, Ruben Nensot, a beaucoup de difficultés à parler l'anglais, sa langue maternelle, mais est particulièrement habile pour parler l'espagnol. En fait, il parle couramment l'espagnol comme s'il était natif d'un pays sud-américain. Donc, il parle l'espagnol. Ce que l'on sait, c'est que le jeune en question avait quand même des rudiments d'espagnol. Il avait appris un petit peu à l'école, il connaissait quelques mots, quelques phrases, mais là, au sortir de son coma, ce n'est plus quelques mots, ce n'est plus il ne baragouine plus l'espagnol, il le parle couramment. Et ce qui est plus étonnant, il est plus capable de parler l'anglais. Quand il essaie de parler en anglais, il est pris comme de convulsions, un peu comme s'il faisait une crise d'épilepsie. Et avec les semaines, la situation s'est résorbée un peu. Donc, notre jeune en question, Ruben Nensot, réapprend à parler anglais et perd peu à peu ses habilités de parler espagnol. Mais voyons donc. C'est surprenant. Mais comme tu l'as mentionné, ce n'est pas la première fois. Dans la littérature, on a plus de 200 cas semblables qui ont été bien documentés par la médecine, par les neurosciences. Qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que ces gens-là ont comme dénominateur commun? C'est que tous ces gens-là qui ont commencé à parler une autre langue après un choc à la tête, c'était toujours des langues dont ils connaissaient les rudiments. Donc, un Allemand qui soudainement se met à parler le polonais connaissait un peu de polonais avant. Mais pourquoi est-ce que soudainement il y a ce transfert et comment ces gens-là arrivent soudainement à parler de cette manière-là? Il faut dire aussi que l'acuité de la langue est pas la même pour tout le monde. Dans certains cas, des gens ne parleront pas parfaitement l'autre langue, mais vont parler avec l'accent. Tant et si bien que dans le domaine de la science, on a appelé ce syndrome-là le syndrome de l'accent étranger. Mais comme dans bien des cas, c'est pas rien que l'accent, c'est toute la langue au complet. Christian, je pense que j'en ai une dans le studio. Hey, là, les petites blagues sur mon Ça y prendrait peut-être une petite commotion cérébrale, bon, Christian, c'est moi ce que je veux dire. En fait, ce qui est étonnant, Yannick, là-dedans, c'est que les scientifiques comprennent pas trop. Tu me posais la question comment ça marche. Les scientifiques le comprennent pas trop, mais ils sont convaincus que quelque part,
notre cerveau a une manière de se reprogrammer en faisant de nouveaux circuits à l'intérieur du cerveau lorsqu'il y a des zones endommagées. Mais encore une fois, comment est-ce qu'on réussit à apprivoiser une langue dont on ne connaît que les rudiments? Là, la science est absolument dans les vapes. Elle est incapable de répondre à cette question-là. Ça demeure un mystère. Ouais, ça demeure un mystère. Évidemment, je t'en parle dans un cadre un peu mystérieux parce que, d'abord, c'est un mystère de la science. Évidemment, tu comprendras que comme la science n'a pas d'explication, c'est la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Et tu auras bien compris que les amateurs de mystères et de phénomènes surnaturels soutiennent que c'est pourquoi ces gens-là se mettraient à parler une autre langue de cette manière-là. Parce que ce serait une langue qu'ils auraient acquise dans une vie antérieure. Donc, pourquoi le jeune, par exemple, le jeune Ruben Nemsmot a appris l'espagnol? Pourquoi sciemment il s'est intéressé à l'espagnol? Parce que, inconsciemment, dans sa vie antérieure, il parlait l'espagnol. Et après son choc à la tête, il s'est remis à parler l'espagnol, puisqu'il parlait déjà l'espagnol dans une vie antérieure. Hey Christian, on me dit sur le live à radiox.com que je t'ai pas laissé terminer ton histoire du triangle des Bermudes. Est-ce que tu avais terminé? Oui, mais en fait, ce que je voulais simplement dire à propos du triangle des Bermudes, après avoir visité les gardes-côtes, la question que moi je me pose, ça me fait toujours rire un peu de voir des gens qui essaient de trouver des solutions au triangle des Bermudes, parce que la première question qu'on doit se poser, c'est, y a-t-il un mystère au triangle des Bermudes? Et la réponse, unanimement des mesures scientifiques, c'est non. En fait, il n'y a pas de mystère au triangle des Bermudes. C'est vrai qu'il y a 5 fois plus d'incidents dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde, mais il y a 5 fois plus de trafic aérien dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. Voilà. Donc, au prorata, il n'y a pas plus d'accidents à cet endroit-là qu'ailleurs dans le monde. Et rappelle-toi, Yannick, quand tu regardes chaque automne, c'est le moment, là, quand on regarde le développement des tempêtes tropicales, où est-ce que ces tempêtes tropicales se développent? Est-ce qu'elles se développent au large du Labrador, de la Nouvelle-Écosse? Pas du tout. Elles se développent toutes dans le triangle des Bermudes. C'est un endroit où les conditions météorologiques sont excessivement changeantes, et en particulier l'automne, où effectivement on voit se développer des tempêtes tropicales les unes après les autres. Donc c'est un endroit qui, de manière sur le plan climatique, est excessivement dangereuse parce que le climat peut changer très rapidement et avec des conditions météo qui vont se dégrader de manière catastrophique. Et ensuite de ça, comme il y a plus de navires, plus d'avions qui passent par là, il est normal qu'il y ait plus d'accidents ou d'incidents dans cette région-là que partout ailleurs dans le monde. Donc, moi, quand je vois des gens, des scientifiques essayer de trouver des explications, c'est peut-être du méthane qui remonte à la surface, c'est peut-être des tourbillons d'air, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela, avant de se poser cette question-là, posons-nous la question, y a-t-il vraiment un mystère dans le triangle des Bermudes, ou est-ce que tout ça n'est finalement qu'une aberration statistique? T'sais? Christian Page, un gros merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bye-bye. Salut. Christian Page est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Vous pouvez le trouver au christianpage.ca, www.christianpage.ca. Normalement, il est avec nous à tous les vendredis. Tous les mercredis, excusez-moi. Donc là, il pouvait pas hier, on l'a mis aujourd'hui, ce qui fait en sorte qu'il y a du monde qui découvre Christian Page aujourd'hui, qui l'avait jamais entendu. Puis une fois de temps en temps, il vient faire un tour en studio. D'ailleurs, ça a pogné comme pas possible la soirée de peur. Ben oui, en folie. Ça a été un succès en podcast. Les gens m'en ont parlé beaucoup. Merci aux gens qui m'écrivent sur Facebook pour me donner des feedbacks, des fois des choses qu'ils aiment, des choses qu'ils aiment un peu moins. Quand ils m'écrivent sur la page Facebook de Marceau Soir, c'est toujours très apprécié. On va faire une courte pause.